Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, les titres de cette principale édition mondiale 2018. Aliou Cissé et les Lions confiants à moins de 24 heures de la petite finale entre le Sénégal et la Colombie dans le groupe H. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial en Russie, Cheikh Tidiane Diao. Avec lui, nous parlerons de la conférence de presse d'avant-match. Hivernage 2018, Dakar enregistre ses premières pluies. Le trafic à l'aéroport international Blaise Diagne perturbé. Nous serons en ligne avec Pape Mawa Diouf, secrétaire général de l'AIBD. Les assurances, on en parle ce soir, un secteur auquel s'intéressent très peu de Sénégalais. L'activité cherche à s'adapter aux mutations technologiques. Et puis en fin d'édition, le journal du mondial, ce sera avec Ibrahima Kane. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition direction Russie pour retrouver notre envoyé spécial, Cheikh Tidiane Diao. Cheikh Tidiane, bonsoir. Cheikh Tidiane Diao, vous m'entendez? Bonsoir Fatima. Alors, Cheikh Tidiane, Sénégal-Colombie, c'est demain. Vous avez suivi la conférence de presse d'Aliou Cissé. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, Fatima, Aliou Cissé face à la presse ce matin. L'entraîneur national soutient qu'il n'y aura pas de calcul à faire dans ce match où le Sénégal, rappelons-le, n'a pas obligation de gagner, mais l'entraîneur du Sénégal soutient qu'il ne jouera pas la défense face à une équipe colombienne qui aura l'obligation, elle, de gagner pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour le match de demain, on devrait assister à quelques changements dans la composition de départ du Sénégal avec le retour très probable de Diao Baldé Keita qui jusque-là n'a pas encore joué dans cette compétition. Donc Diao Baldé Keita qui devrait être titulaire. Ce sont les dernières informations, mais on verra si cela va se confirmer demain face à cette équipe de la Colombie. Non pas Aliou Cissé qui devrait retrouver ce 4-4-2 qui avait fait mouche face à la Pologne. Retenez donc que les deux entraîneurs qui ont fait face à la presse ce matin ont annoncé un match intense, un match âprement disputé. La Colombie et le Sénégal, les deux équipes ne lâcheront absolument rien. Le verdict demain aux environs de 16h. Le coup d'envoi du match 14h temps universel. Et puis on espère un résultat positif pour nos Lions, ce qui sera historique pour le football sénégalais. Un résultat positif pour nos Lions. Merci beaucoup, cher Tidiane. Vous allez vous reposer puisque demain, la journée sera longue. Sénégal-Colombie, donc, c'est ce jeudi. Le Sénégal, donc, qui n'a besoin que d'un point pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Sénégalais rencontrés, pris pour les Lions, pour les vendeurs de maillots et autres accessoires aux couleurs nationales. Les clients se font rares. Reportage Cheikh Diop et à la caméra Mbaye Diouf. Les drapeaux continuent toujours de flotter dans certaines artères de la capitale. Le Sénégal fait face à la Colombie pour sa troisième sortie. Ses supporters sont en plein dans le match. Avec joie, avec rigueur, tous nos fois avec le Lion. Bon, je le prépare comme tous les Sénégalais le préparent. Hein. L'essentiel que on a les atouts pour gagner la Colombie. Il va falloir de mettre tous les autres de notre côté pour décrocher la victoire. C'est ça qui est l'essentiel. Malgré le match nul concédé contre le Japon, ces Sénégalais croient toujours au Lion. Non, jamais découragé. Jamais découragé. Avec une défaite, un nul, on ne va pas décourager parce que nous sommes des Lions. Un Lion ne doit jamais se décourager. Bon, on va essayer de faire de notre mieux, comme tout supporter sénégalais, de rester derrière notre équipe, de les encourager et de les pousser vers la victoire. Du côté des vendeurs de maillots, ce n'est plus le grand rush. Ils déclarent que la vente de leurs marchandises dépend de la victoire de l'équipe nationale. Si ça avance, ça avance.
c'est posé, c'est pour l'instant. Par rapport au début, quoi, il y a un petit changement, c'est normal. Tous derrière les Lions, ces Sénégalais souhaitent non seulement une victoire, mais aussi un brillant parcours des Lions du Sénégal. Cher Diop, merci. À présent, le portrait d'Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, et c'est Mame Biram Diouf qui revient sur son parcours. C'est lui qui tient les rênes aujourd'hui de l'équipe nationale de football du Sénégal et natif de Ziguinchor, ancien international sénégalais, âgé de 42 ans depuis le 24 mars dernier. Il a évolué au poste de défenseur et des milieux de terrain avant de devenir entraîneur. L'ancien capitaine des Lions, qui avec ses coéquipiers ont atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde en 2002, fut adjoint de Karim Séga Diouf, entraîneur de l'équipe nationale olympique. Aliou, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans lors des Jeux de la francophonie en 2013, avant d'être nommé le 4 mars 2015 par la Fédération sénégalaise de football, sélectionneur de l'équipe nationale A, succédant au Français Alain Giresse. Aliou Cissé au palmarès, finaliste de la Coupe des Nations en 2002 avec le Sénégal, finaliste de la Coupe de la Ligue en 2000 avec le Paris Saint-Germain, vice-champion de France en 2000 avec le Paris Saint-Germain, quart de finale de la Coupe du Monde en 2002 avec le Sénégal et quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 avec le Sénégal en tant qu'entraîneur. Souvent critiqué mais fidèle à ses convictions, Aliou Cissé reste droit dans ses bottes. Il déroule son plan tranquillement et sûrement pour hisser au plus haut sommet les Lions du Sénégal. Après 2 matchs de poule pour l'équipe nationale du Sénégal, donc l'équipe nationale du Sénégal est dans la même situation que celle de 2002, en 2002. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale, donc Amara Traoré, qui lance un appel à Aliou Cissé. Nos reporters Cheikh Diop et Mbaye Diouf l'ont rencontré. L'équipe nationale de football du Sénégal, presque dans la même situation qu'en 2002. Face à l'Uruguay, les Lions avaient juste besoin d'un point pour passer en 8e. Amara Traoré était de cette campagne. Par époque, l'équipe, on ne calculait pas. On ne réfléchissait même pas à la qualification. On réfléchissait d'abord au match qu'on doit jouer et qu'on doit gagner. Donc, de suite se mettre dans des calculs, je me rappelle en 2002, il n'y a pas un moment où on était là à dire si on fait match. Non, non, on était là pour jouer, pour gagner. L'ancien sélectionneur des Lions livre sa recette pour arriver à bout des Colombiens. Il faut essayer de ne pas d'éviter les duels aériens, parce que devant, on a des joueurs comme Sadio Mané, on a des joueurs comme Ismaïla Sarr, on a des joueurs, j'apprends comme tout le monde que Diao Baldé Keita va peut-être rentrer. Avec ces joueurs-là qui vont vite, il ne faut pas garder le ballon très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut que la transmission de derrière vers l'avant va plus vite. Amara Traoré précise que le deuxième match des Lions doit permettre au staff technique du Sénégal de corriger les manquements. En visionnant la Colombie, par rapport à ce qu'on a déjà fait, c'est là qu'il faut sortir le style qu'il faut jouer et le préparer à l'entraînement. Parce qu'un match, souvent, on le prépare par rapport au match à passer et au match à venir. L'ancien coéquipier d'Aliou Cissé précise qu'il est de tout cœur avec son ancien partenaire de l'équipe nationale. J'ai envie de lui dire, reste debout, reste dans tes convictions, Gaïdé. Même en étant au Sénégal, je suis à côté de toi pour que tu hisses demain à 16h30 notre équipe en 8e de finale. Allez, Gaïdé. Je vous le disais dans les titres hivernage 2018, les premières pluies à Dakar, les populations peu surprises, taximens et autres propriétaires de petits commerces ont dû suspendre leurs activités. Le reportage d'Aïssatou Paye et Djili Djemé que je vous propose de suivre. 24 à 28 degrés, ciel partiellement couvert. Prévision météo de ce matin. Dans l'après-midi, ciel couvert, nuageux. Résultat, de fines gouttelettes ruissellent sur les voitures. Pluie fine passagère, non. Les Sénégalais ont eu droit aux premières vraies pluies sur la ville de Dakar. Nous allons donc devoir sortir les parapluies. Forte pluie, ce taximan obligé de garer sa voiture. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'elles allaient commencer au mois de juillet.
Dès que je suis arrivé au score, les pluies ont commencé. Il fallait que je me gare. Les routes sont glissantes et les voitures n'ont plus de contrôle. Donc, obligé de me garer. Je demande aux automobilistes de faire très attention. On a du mal à freiner, donc arrêtons nos voitures et garons-les. Ce vendeur de paniers en osier arrête toute activité. Nous étions en train de discuter et il y a un ami qui a remarqué que le ciel était couvert. Il y avait du vent. J'ai juste eu le temps de ranger mes paniers. Je ne sais pas s'il y avait des dégâts. Ce que je veux savoir, c'est si nous pourrons regarder le match du Sénégal sur écran au Tchossan. Touba, Thiès et Kédougou ont enregistré leur première pluie. À Dakar, l'hivernage vient de pointer son nez. Les pluies qui ont perturbé le trafic à l'aéroport international Blaise Diagne. En ligne avec nous, Pape Mawa Diouf, le secrétaire général de l'AIBD. Bonsoir. Bonsoir, madame. La situation est-elle revenue à la normale? Oui, la situation est tout à fait revenue à la normale depuis 18h30. Il y a eu à peu près une heure d'interruption de trafic liée simplement à des conditions exceptionnelles liées à la météorologie avec donc une tempête qu'on a subie un peu partout sur le territoire qui a vu l'AIBD subir, en tout cas l'infrastructure, des vents de plus de 85 km/h. Dans ces conditions, évidemment, on arrête le trafic, on déroute les avions en direction des pays voisins, le temps que la situation revienne à la normale, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais depuis 18h30, le trafic à destination et au départ de l'aéroport international de Diagne est tout à fait revenu à la normale. Okay. Merci beaucoup à vous, Pape Mawa Diouf, secrétaire général de l'AIBD. Les assurances, on en parle ce soir. Comment adapter les enjeux stratégiques et économiques de l'assurance aux risques pétroliers et gaziers? Les professionnels du secteur des assurances réfléchissent sur la question à travers des journées d'échange. Pour cette première journée, le compte-rendu est signé Ibou Diouf et Diafaraba. Après les découvertes de gaz et de pétrole, les sociétés agissant dans le domaine de l'exploitation et de la commercialisation doivent travailler avec les assureurs dans l'optique de bien maîtriser les fondamentaux liés au risque du gaz et du pétrole. Et le moment aujourd'hui est venu d'impliquer l'ensemble des Sénégalais à tous les niveaux où ils se retrouvent, à s'activer, à s'impliquer de manière très active dans la gestion de ces nouvelles ressources. Le rôle premier de l'assureur, c'est d'accompagner le développement en le sécurisant. Donc, qui dit pétrole, dit donc nouvelle technologie. Et à l'instar des autres corps de métier qui sont en train de se former à cette nouvelle donne, je pense que les assureurs également doivent prendre le train en marche. De nouvelles dispositions à prendre en compte par les assureurs qui doivent désormais faire avec la problématique du gaz et du pétrole. Et quand je parle d'assureurs, il y a les assureurs en tant que compagnie d'assurance, mais aussi des courtiers d'assurance. C'est-à-dire que ce sont des conseillers que la loi a mis en place pour permettre d'édifier l'État sur la mise en place de ces contrats. Renforcer les capacités des assureurs pour rester collés à l'actualité, des innovations seront notées dans le secteur des assurances pour rester en phase avec l'actualité du pétrole et du gaz. Parce que donc, compte tenu de la complexité, de la nature de ces risques et des montants assez importants qui sont en jeu, on ne raisonne plus en termes donc de millions, de milliards de francs CFA, on raisonne en termes de milliards de dollars. Se former pour pouvoir donc jouer véritablement le rôle et en faire profiter le maximum possible donc notre économie nationale. Le pétrole et le gaz intéressent les acteurs de l'assurance. Il s'agit dès lors d'identifier les problèmes potentiels pour aider les entreprises à déceler les risques et à prévenir les sinistres. Ibou Diouf, s'assurer ou assurer son bien, une habitude peu sénégalaise, un fait que les spécialistes de l'assurance expliquent par le manque de culture envers le secteur, mais des usagers rencontrés, eux, dénoncent les lenteurs notées dans le traitement des dossiers en cas d'accident. Le dossier de Dissa Prera et Diafaraba.
Cela fait plus de 30 ans que Mbaye Lam est chauffeur de taxi à Dakar. Les questions d'assurance, le taximan les connaît très bien. Nous avons 21 500 par mois. Sans départ ci chevaux yi nak boudé 8 chevaux ya nga fay 21 500 mais par mois bu la nexé nak nga fay ba 6 mois mom ci nga mëna yam parce que transport en commun nga. Magnang Touré, lui est commerçant, ce vendeur d'habillement établi au marché Sandaga pense qu'il faut avoir des moyens conséquents pour s'assurer ou assurer son commerce en cas de sinistre. Assuré mako parce que li ci génn su ma ci fay assurance du ma dem. Si le commerçant évoque des problèmes de moyens financiers pour s'attacher les services d'une assurance, le taximan lui dénonce les difficultés de remboursement auxquelles les victimes font face en cas d'accident ou de sinistre. Suñ problème moy pour en cas bo amé accident pour ñu fay la ko moy suñ problème. Assureur yi lima bari ci luma len di wax dama len koy tognen. Man ngeen encaisser mais du ngeen génné. Encaissé rek mais génné xaliss heure bo yalla dogalé nga am accident xam nga kenn du dawal di bëgg accident mais sa yu yalla nato ba nga am accident pour ñu jox la sa xaliss wala ñu défar sa auto problème bu rëy la day yag lool da nga yégg ko wacc di daw té da nga def devis ba ki sa auto ba paré ba défar ba paré après nak ngay top pour ñu jox la sec bi mën na def 6 mois mën na def sax 1 an wala sax de plus. Un reproche récurrent que les spécialistes de l'assurance reconnaissent eux-mêmes tout en évoquant un déficit de communication. Ce problème ne devrait plus exister. C'est-à-dire, naguère, les assureurs invoquaient le fait que les primes n'étaient pas payées. Parce qu'il y avait des clients qui s'assuraient et qui ne payaient pas les primes. Et donc, ils disaient qu'ils n'avaient pas assez d'argent, assez de fonds pour faire face au sinistre. Mais aujourd'hui, ce problème est réglé avec l'avènement de l'article 13, qui fait que maintenant, il n'y a plus d'aide de crédit dans les assurances. C'est-à-dire, si vous ne payez pas, il n'y a pas de garantie. Donc aujourd'hui, les primes sont payées à temps. Donc les assureurs n'ont plus de prétexte pour ne pas payer. C'est une question qu'on entend très souvent. Et très objectivement, elle peut être légitime. Alors, d'abord, il faut comprendre que l'assurance, c'est un domaine très complexe, très ésotérique. Et il y a ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il y a un problème de communication que nous devons régler. Bon, la deuxième raison aussi, c'est qu'il faut objectivement, il faut dire qu'il y a des compagnies d'assurance. Voilà, il faut quand même qu'on puisse, qu'on ait le courage de se dire que tout ne va pas très bien. Il y a des compagnies d'assurance effectivement qui peuvent mettre du temps à régler certains sinistres, à ne pas respecter correctement les droits de certaines victimes. Pourtant, des efforts notables ont été consentis par les autorités, mais s'assurer ou assurer son bien n'est pas encore dans la culture du Sénégalais. Effectivement, c'est un très grand problème. Et les assureurs, comme les courtiers d'assurance, sont réputés ne pas communiquer. Nous ne communiquons pas beaucoup sur notre métier et c'est bien dommage. Et c'est ça qui entretient un peu tous ces préjugés. Les Sénégalais n'ont pas une grande culture d'assurance, ça il faut le dire. Et il y a plusieurs obstacles, on va dire. Vous avez l'un des obstacles que j'aime bien citer en premier, c'est que le besoin d'assurance n'est pas un besoin fondamental chez les Sénégalais si on se réfère à nos réalités socio-économiques, on va dire. Avant de penser à l'assurance, il y a d'autres besoins primaires. Si on prend, comme j'ai l'habitude de dire, l'échelle des besoins de Maslow, le besoin d'assurance chez les Sénégalais n'est pas un besoin, disons, fondamental, contrairement aux pays européens. Rien qu'en 2017, plus de 35 milliards de francs CFA ont été payés en guise d'indemnisation, toutes branches confondues. Mais de l'avis des assureurs, beaucoup d'efforts restent encore à faire pour sensibiliser les Sénégalais sur l'intérêt de s'attacher les services de société d'assurance. Dissa Prera, merci. La drogue à l'école, le fléau est bien réel. Les proviseurs et censeurs disent être conscients de cela. Dans ce reportage, quelques témoignages sur l'usage de la drogue dans les lycées. C'était en marge de la réunion des proviseurs et censeurs qui s'est tenue ce matin ici à Dakar. Il est signé ce reportage Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Durant son cursus scolaire, cet étudiant a côtoyé des élèves faisant usage de la drogue. À l'époque, il fréquentait un lycée privé de la place. J'en vois peut-être des étudiants qui font usage de la drogue. C'est fréquent ici au Sénégal, dans les écoles privées comme écoles publiques.
La drogue dans les écoles, un fléau réel. Toutefois, il est difficile de mettre la main sur des élèves qui consomment ces stupéfiants. J'en ai entendu que les élèves utilisent de la drogue, mais moi en tant que tel, je n'ai pas vu ça. Surtout au lycée. Peut-être c'est une tendance. Les jeunes hommes voient que leur père, eux aussi, consomment la drogue. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas les conséquences. Mais juste... Avec la nouvelle génération, il y a beaucoup de tentations. Je pense qu'il y en a, mais personnellement, je n'ai pas rencontré. Bon, je n'ai pas constaté de visu phénomène de la drogue au sein de l'établissement. Mais vous savez, ces établissements, les élèves qui nous viennent des quartiers. Et les phénomènes que l'on trouve dans les quartiers peuvent se retrouver dans les établissements scolaires. Dans certains lycées de la capitale sénégalaise, des comités de veille et d'alerte sont mis en place pour décourager les élèves à adopter certains comportements. C'est un dispositif qui est toujours là parce que les informations nous viennent soit par les surveillants, soit par les gardiens ou par les professeurs qui sont en contact direct avec les élèves. L'école, un lieu où des jeunes venus d'horizons divers se retrouvent à l'image de la société. Ces établissements scolaires souffrent des mêmes maux tels que l'usage de la drogue ou du tabac. Aminata Mbaresso, la réunion des proviseurs et censeurs s'est tenue ce matin à Dakar. Les administrateurs des lycées formés pour mieux encadrer les élèves et le corps professoral. L'initiative est de l'association des chefs d'établissement secondaire. Le compte-rendu de la journée donc avec Aminata Mbaresso toujours. C'est à la suite d'un constat que cette rencontre se tient. Il regroupe des proviseurs et censeurs de l'inspection d'académie de Dakar. Les chefs d'établissement sont nommés du jour au lendemain. Ils passent enseignant créé à manager, à chef d'établissement sans aucune formation en accompagnement. Nous avons des outils que nous partageons, mais généralement chacun fait ses preuves sur le terrain. C'est un problème. Ils sont confrontés à certaines difficultés. Des difficultés relatives, entre autres, à un déficit de formation. Les plus importants, c'est le management des ressources qu'ils gèrent, ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. La question du leadership éducatif, qui est un élément très fort. Ce partenariat avec un institut privé de la place, un credo pour renforcer les capacités de ses proviseurs et censeurs. Cet établissement, les lycées, ce n'est pas petit. Je dis que c'est des usines, c'est des entreprises. Vous avez de grands lycées, vous avez tout un personnel sous vos ordres, un personnel qui à l'initial a eu la même formation que vous et parallèlement vous êtes à une autre station sans pour autant être outillé pour manager. Ce qui fait, ça crée des difficultés et compte tenu de ça, en toute humilité, nous avons fait le diagnostic de tous nos problèmes ensemble. L'association des chefs d'établissement secondaire en est l'initiatrice. À travers les offres de formation, ces administrateurs des lycées et collèges vont être mieux outillés pour manager, mais également connaître le leadership au niveau des lycées et collèges. Santé à présent, le mouvement And Gueusseum va dérouler son 8e plan d'action selon son président Mballo Dia Thiam qui répond également au ministre de la Santé après sa sortie d'hier à Abdoulaye Diouf Sarr. Il rappelle que le programme JICA existe depuis 2016 et que le ministère de la Santé doit des arriérés de salaire aux travailleurs. Mballo Dia Thiam est au micro de Fatou Bintou Conté et Gervais Yao. Lumière des déclarations de monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Donc l'Alliance des syndicats d'hommes de la santé sur sa SUDETM And Gueusseum a cru devoir quand même répondre et même rectifier. Parce que c'est l'adage qui dit qui ne dit rien consent. Et nous ne sommes pas d'accord avec lui sur ces déclarations. Parce que quand il dit qu'il va surprendre le monde parce que toutes les questions à instance financière ont été réglées, de 2014, ça pose problème. Parce que pour 2014, les questions à instance financière concernent spécifiquement le régime indemnitaire. Et c'est une plateforme de 2012, du congrès de 2012, qu'on a négocié en 2013 et signé en 2014. Des accords réalistes et réalisables. Et jusqu'à date, la négociation sur le régime indemnitaire n'a pas été ouverte. On nous la promet pour le 3 juillet. Il parle de radicalisation. Nous ne sommes pas encore radicalisés. Parce que les camarades nous demandent
d'arrêter le PV, le PNT et les autres programmes. Le paludisme, pardon. Et rien que pour les MT, le ministre de la Santé avait dit qu'il avait perdu près de 300 millions pour ça, parce que nous n'avions pas participé. Et pour le palud aussi, on risque d'en perdre davantage. Donc les camarades nous disent, les motos, les glacières, les véhicules, déposez-les au niveau des districts. Et maintenant, dans un futur proche, si ça ne bouge pas encore, mais qu'on abandonne simplement le service minimum et peut-être les urgences plus tard. Sitting des sentinelles de la résistance, ils continuent de réclamer la libération de Khalifa Sall et Barthélémy Diaz, Youssou Mbow et compagnie se sont également prononcés sur l'affaire Prodac dans laquelle le ministre du Tourisme est cité. Il parle de crimes sur la politique de l'emploi. Abambaye et Youssou Mbow au micro de Habib Faye. Manifestation que nous allons commencer ce mercredi et que nous n'arrêterons qu'après les élections présidentielles de 2019. Que Khalifa Sall sorte ou que Barthélémy sorte, cela n'entachera en rien la détermination que nous allons avoir et qui nous permettra chaque mercredi de manifester dans un endroit précis du Sénégal. Je dis bien dans un endroit précis du Sénégal. Nous ne concentrons pas nos manifestations uniquement à Dakar. On peut s'asseoir sur le scandale, sur les problématiques concernant les passations de marchés publics. On peut s'asseoir sur le non-respect des règles de finances publiques. On peut se poser sur le problème du marché de la communication. On peut se poser sur le problème du marché du transit. Mais aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce qu'il y a dans ce dossier-là. Je préfère simplement relever deux choses. D'abord, le crime de Mame Mbaye Niang, puisque au moment où on parle dans ce pays-là de milliers de chômeurs, au moment où on dit que l'emploi est la problématique majeure de maintenant et de demain de ce pays-là. Monsieur Mame Mbaye Niang, qui a été ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, ne trouve rien d'autre à faire que de détourner cet argent-là. C'est un crime contre ce pays, c'est un crime contre la jeunesse de ce pays-là. Et ça, tous les Sénégalais, toute la jeunesse sénégalaise doivent le relever. La seule chose que nous demandons au procureur aujourd'hui, c'est de relire le rapport de l'inspection générale des finances concernant l'affaire Prodac avec Mame Mbaye Niang. Et nous lui demandons de prendre le temps de réécouter ces enregistrements. Nous parlons de toute autre chose. Privées d'eau et d'électricité, les populations de Ndofane Mouride, une localité située dans le Baol, ont manifesté leur colère, occasion saisie par la famille du guide religieux Serigne Madiba Silla pour rappeler au chef de l'État ses promesses de 2012. La correspondance de Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Ndofane Mouride, la bourgade est enfuie dans les confins du Baol et du Sine. Ici, les populations ont d'énormes difficultés pour se procurer en eau potable. La localité ne dispose pas d'électricité non plus, suffisant pour décider les populations à se faire entendre. Nous, famille de Serigne Madiba Silla, résidant ici en Ndofane Mouride dans le Sine, nous vous interpellons à respecter les engagements que vous avez pris vis-à-vis de ce village. En 2011, vous étiez venu solliciter notre soutien, comme quoi si vous deviendrez président de la République, vous ferez tout pour satisfaire notre vieille doléance, qui est l'électrification du village et la satisfaction de l'eau. Des doléances dont la satisfaction devra survenir avant le démarrage de la prochaine campagne électorale, ont dit les habitants de Ndofane Mouride. Nous avons rempli notre contrat. C'est à vous maintenant de respecter ces engagements. En tout cas, si tel n'est pas le cas, d'ici 2019, si vous n'avez pas respecté cet engagement, c'est vraiment de grâce, c'est pas la peine, ça ne vaut pas la peine que toi ou tes responsables là que je viens de citer venir battre campagne ici. Parce que ça ne va pas prospérer et ce sera malheureusement pour eux une peine perdue. En dehors de ces deux doléances, ce village est très enclavé et difficile d'accès, d'où l'urgence de leur faire une piste qui pourra relier le village à la route principale. Babacar Diouf, nous parlons culture avec la cérémonie de Boukout organisée dans le village de Dandon et d'Ibabouya dans le sud du pays. Des jeunes circoncis quittent leur maison pour la brousse et là-bas ils vont bénéficier d'enseignements entourés de vieux. Une cérémonie donc très importante, nous dit Bakary Conté. Ils sont des centaines et des centaines de jeunes Diola
venus de partout pour participer à cette grande circoncision Diola, le Boukout. Nous sommes là en famille, dans le bois sacré, pour montrer nos valeurs, nos traditions, dont les ancêtres nous ont léguées. Cette tradition va continuer dans nos fils, de nos petits-fils. Donc la fête soit belle. Les gens ont commencé en bon début. Nous allons terminer, Inch'Allah, dans la bonne rumeur. Ça fait maintenant 22 ans que nous avons eu à organiser la dernière circoncision au niveau de Djibouti, c'était en 1996. Et aujourd'hui, les initiés sont presque, d'autres sont à l'université, d'autres sont ailleurs. Mais néanmoins, on a pu les regrouper tous. Pourquoi? Parce que ça marque l'entrée dans la case des, comme on le dit, le disait Camara, la Camara, on entre dans la case des hommes. Tout chacun en niveau Diola qui n'est pas initié, jusqu'à présent tu restes. C'est aujourd'hui que les gens se marient bien avant l'initiation, mais avant, tant que tu n'es pas initié, tu ne te maries pas. Tu n'as même pas droit à avoir un enfant. Et voilà aujourd'hui ce qu'il a fait. Les gens sont sortis partout, de la diaspora, et de Dakar jusqu'à n'importe où. Le gouvernement fortement représenté salue les thèmes abordés pendant la cérémonie du Boukout dans son essence culturelle ne fait que réveiller les véritables sens chez l'homme pour pouvoir avoir toutes les aptitudes nécessaires de faire face aux épreuves de la vie. Ça vient rejoindre la vision et l'option du président de la République lorsque le président de la République décide de confier à la jeunesse sénégalaise la construction citoyenne. Ces jeunes de Dandon et de Djibabia feront 7 jours dans le bois sacré. Visite de l'ambassadeur de France au centre de formation Génération Foot de Denis Biramandao. Christophe Bigot salue le partenariat entre le club sénégalais et Metz en France sur le mondial. L'ambassadeur est pour une finale entre la France et le Sénégal. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassan. En déplacement à Denis Biramandao au centre de formation Génération Foot, l'ambassadeur de la France au Sénégal se félicite du partenariat qui lie Génération Foot au club Metz de la France. D'abord, je suis extrêmement impressionné. Regardez à la fois les locaux, les terrains en herbe, les projets. J'ai vu cette école magnifique qui va accueillir les élèves dès la rentrée prochaine. J'ai vu aussi, mais ça je les connaissais, les résultats qui sont impressionnants, que ce soit au niveau du championnat et encore plus, je dirais, en termes de formation, puisque aujourd'hui, entre Sadio Mané bien sûr, mais aussi Ismail Assar ou Koulibaly, vous avez les meilleurs joueurs de l'équipe nationale qui ont été formés ici. Et puis au-delà, j'ai vu surtout, je dirais, un exemple extrêmement intéressant de partenariat entre deux clubs. Le club Génération Foot et le club de Metz. Interpellé sur la Coupe du Monde qui se déroule en Russie, le diplomate rêve d'une finale entre la France et le Sénégal. Et tout ce que je souhaite au Sénégal, c'est d'être qualifié. J'ai eu l'occasion de discuter il y a quelques mois avec Aliou Cissé, il était très confiant. Vous avez des joueurs qui sont remarquables. On les a vus contre la Pologne extrêmement combatifs, avec un mélange à la fois de talent individuel et d'esprit d'équipe. Mais moi, non seulement j'ai bon espoir, mais je pense que le Sénégal a toutes les qualités pour pouvoir réussir contre la Colombie et puis passer en 8e de finale. Moi, comme je le dis toujours, mon souhait, c'est quoi? C'est que la France et le Sénégal se rencontrent en finale. Sur le parcours de l'équipe de France, l'ambassadeur estime que les protégés de Didier Deschamps doivent redoubler d'efforts pour aller beaucoup plus loin dans cette Coupe du Monde. En déplacement à Basketball à présent avec les éliminatoires pour le mondial 2019. Abdourahmane Ndiaye Adidas mise sur la performance physique des joueurs. 12 ont été choisis parmi les 16. De nouveau pour renforcer le groupe. L'équipe s'est entraînée pour préparer sa première sortie. C'est pour ce vendredi. Reportage Habib Faye et Pape Sangoné Mbaye. Après 10 jours de stage, les Lions du basket sont prêts pour la phase des éliminatoires mondial 2019. 12 choisis pour 3 matchs du groupe D. Avoir une équipe qui mélange l'expérience, la dimension physique et l'audace de certains joueurs. Je pense qu'on l'a vu, il y a certains joueurs qui ont du vécu, au niveau du TKO, au niveau de l'afro-basket, qui ont déjà joué avec l'équipe nationale. De nouveaux joueurs dans la tanière Adidas, mise sur la performance. D'autres qui arrivent
qui n'ont peut-être pas l'expérience, mais qui ont l'audace et la dimension physique, tels que Badjo et Moustapha. Et on a vu que c'est tout au long de la préparation, comme je vous ai souvent dit, que ce n'était pas facile. Papis et Pape Moustapha Diop, contents de leur première sélection, promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis très content de ma première sélection, content aussi de côtoyer des joueurs de haut niveau. Seul le travail paye. J'étais convaincu qu'un jour, je serais appelé en équipe nationale. C'est une lourde responsabilité qui nous est confiée. Je serai heureux après avoir accompli cette tâche. Le Sénégal entre en lice ce vendredi contre la Centrafrique pour essayer de décrocher son ticket au mondial. Premier du groupe D, les Lions vont compétir contre la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Match de gala entre policiers et étudiants. Les deux parties se sont réconciliées grâce aux médiations de leur ministère de tutelle. Un match finalement remporté par les forces de l'ordre. 2 buts à un compte-rendu de ce match. Habib Faye et Pape Sangone Mbaye. Étudiants et policiers se sont encore affrontés, mais cette fois-ci, c'est sur le terrain de football. Une rencontre synonyme de réconciliation. La tension est ainsi apaisée entre les deux parties. Pour le moment, il n'y a plus d'adversité entre la police et les étudiants, du moins tant que nos revendications sont prises en compte. Une confrontation dans la paix et la joie, magnifiée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Je crois que le moment est venu de se confronter pacifiquement dans la joie et dans l'émulation sur des terrains de sport. Et ce match est symbolique puisque ce sont les délégués des étudiants qui les représentaient au moment de la crise. Coachés par le ministre de l'Intérieur, les policiers gagnent la bataille. Ali Ngouille Ndiaye siffle la fin des fronts. Maintenant, ces confrontations sont derrière nous. Et ce match a permis de cultiver la paix entre ces deux parties. Donc, dans un cadre purement sportif. Un match de gala qui a vu le succès des policiers sur les étudiants. Deux camps qui se sont donné la main pour enfin vivre dans la paix et repartir sur de nouvelles bases. Le président du CNOS, Diagne Ndiaye, apporte des éclairages sur une info parue dans l'Express en France. Un prêt accordé à la star française Isabelle Adjani. Il soutient que la transaction est enregistrée auprès des services fiscaux français sous le bordereau 2013-60. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Abdoulaye Der. Vous savez, quand vous faites un transfert de banque à banque, ça veut dire que c'est transparent. Il se trouve que nous-mêmes avons une société de cinéma à Los Angeles qui s'appelle Mimran Schur, S-C-H-U-R. On a produit beaucoup de films, vous pouvez aller sur leur site. Et je suis un peu du corpus politique de Léopold Sédar Senghor. Et j'ai toujours voulu faire un biopic sur Sédar, sur Nkrumah, sur un certain nombre de choses. Il y a même une très grande dame à Paris qui m'a écrit pour me dire qu'elle était en train de faire un film sur la vie de Winnie Mandela. Est-ce qu'on est intéressé à participer ou pas? Et donc, Isabelle, qui avait à l'époque dans son pipeline des projets de films et des contrats de publicité importants, m'avait saisi et m'avait demandé si on ne pouvait pas l'accompagner jusqu'en 2023 où elle pourra effectivement rendre l'emprunt qu'elle nous demandait à travers le système bancaire. Pour vous dire simplement que c'est une non-affaire. C'est totalement transparent. Et je crois à la lecture de l'Express, ils n'ont pas une seule fois, ils ne m'ont pas mis en cause. Ils ont même été très, très avenants, puisqu'ils ont dit d'après leur enquête, ils ont trouvé que j'étais irréprochable. Et le journaliste, il faut le savoir, est un grand monsieur. Il est issu de Charlie Hebdo. C'est le seul survivant qui a regagné les rangs de l'Express et qui a écrit ce truc. Donc l'honnêteté intellectuelle et professionnelle est intouchable. Maintenant, autour de ça, vous savez, je ne veux pas tomber dans la machine polémique et puis
On peut dire ce qu'on veut selon la lecture ou la plume des uns et des autres, mais les faits sont têtus et les faits sont constants. Je n'ai aucune espèce d'exposition, ni avec Panama Papers, ni avec aucune chose. Parce que vous savez, si j'en parle, si j'accepte même d'en parler, c'est parce qu'avec les règles de compliance et le comité d'éthique, etc., ça a souvent des connotations qui quelquefois peuvent aller à l'encontre des gens qui disent des contre-vérités sur des sanctions, et je n'ai pas voulu tout ça. Il ne sert à rien de donner des arguments de bonne foi à des personnes de mauvaise foi. Ndiaye donc qui est l'invité du journal du Mondial, ce sera dans quelques minutes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, bonne soirée à tous.